C'est un pays à peine plus grand que la Corse. À l'est, la Syrie, au sud, Israël et à l'ouest, la mer Méditerranée. Aussi diverses que ces paysages, ces communautés religieuses façonnent la société. Au sein de ces groupes, les femmes sont plurielles et font vivre le Liban. Dans un pays où la question de leurs droits gagne du terrain, nous sommes partis à la rencontre de femmes musulmanes, chrétiennes, druzes, athées, étudiantes, qui assument des responsabilités au travail, entreprenantes, engagées, piliers de la famille, passionnées, des femmes fières. Fières d'être une femme libanaise. Je suis Tala, j'ai 19 ans, je suis étudiante en éducation. On est à Salhiye, au sud du Liban, où j'habite. C'est ma maison ici et c'est mon village. Femmes du Cèdre. Un podcast de Maëlan Loaek et Pauline Weiss. Épisode 4, Tala. Là-bas, il y a les tomates cerises. Ici, il y a du batenjen. Comment on dit batenjen en français? Aubergine. Aubergine, ok. Et puis là, il y a des spices, har, Piment. piment. On mange tout du jardin, c'est pour ça. Ça, c'est du citron, ok. Ça, c'est des pommes. Nous avons retrouvé Tala à la gare routière de Kola, à Beyrouth, un vendredi après-midi, pour prendre ensemble le bus direction Saïda, à une quarantaine de kilomètres au sud. Une fois arrivés, un taxi nous a déposés à Salihé, son village. Une dizaine de minutes plus tard, nous voici chez Tala. Tout commence dans son jardin, le lieu qu'elle chérit le plus et connaît par cœur. Là, ce sont des olives. On les arrose jamais. Et la terre ici, elle a la couleur blanche. Alors, ce sont les meilleures olives que vous allez trouver au Liban parce que la terre est blanche. Et alors, en novembre, il y a beaucoup de gens qui vont être ici. Ils cueillent les olives et puis on fait avec ça de l'huile d'olive. Et les autres qui restent, on les prend et on fait avec du savon. C'est trop calme, il n'y a personne. Et vous pouvez voir tout d'ici. Alors là, c'est Jezine. Vous ne pouvez pas voir maintenant le waterfall, La cascade. la cascade parce qu'il n'y a pas. C'est séché. Mais vous pouvez voir toutes les montagnes du sud. Alors, vous voyez là-bas les montagnes, c'est le Chouf. Là, c'est la mer. Et là-bas, c'est Jiyé. Donc là-bas, c'est vers Beyrouth. J'aime trop quand les gens viennent ici au Liban, especially quand ils viennent d'autres pays, parce que je trouve que personne ne voit cette image du Liban et c'est trop frustrant. Quand tu parles avec des gens, ils croient que nous on vit sur des Chameau. Sur des chameaux, et ils me disent tu viens du désert. Alors, on vient pas du désert, on n'a pas de chameaux au Liban. On a des appartements, on a des buildings, on a des immeubles. On vit une vie parfaitement normale. Ok. Et toi qui t'habites à Beyrouth la semaine, c'est ça? Ouais. Juste parce que j'ai l'université là-bas. Oui, j'habite à Beyrouth, mais je viens ici chaque week-end. Et ça te manque pas la nature sauvage à Beyrouth? Ça me manque trop. Donc, quand je viens ici, je me sens libre, je me sens honnête avec moi-même. Mais là-bas, c'est un autre monde. Ranjad, c'est un autre monde. Parce que quand tu vis ici, par exemple, je me réveille le matin à 6h. Et je viens ici, je regarde le soleil qui va s'élever de là. Et puis, je travaille dans mon jardin. Et puis, je cueille pour faire
tu vois, food, nourriture. Et puis, par exemple, mes voisins, ils viennent, ma famille, on a un repas, et puis je fais une sieste, et puis je travaille dans mon jardin. Mais à Beyrouth, tu peux pas faire ça du tout, tu peux pas faire ça du tout. Tu dois te réveiller, partir travailler, université, cours, et les gens sont très différents. Donc, et il n'y a pas de jardin là-bas, donc tu peux pas être avec la nature. Donc, ouais. C'est quoi que t'aimes vraiment pas à Beyrouth, les défauts de Beyrouth pour toi? Beyrouth. Bruit, pollution. Bruit, pollution. Et c'est juste différent, il n'y a pas de nature et ça me fait très, très dépresser parce que je suis très connectée avec la nature, même quand j'ai habité dans mon ancienne maison, c'était aussi dans la nature. Donc, ouais, alors voilà, ça c'est la chose la pire là-bas. Il y a juste des bâtiments, il y a toujours des klaxons. Tu te vois habiter où plus tard? Tu te vois revenir ici? Là, ici. Il n'y a pas de débat, c'est ici. Non, j'achète cette maison, ce château, et j'habite là. C'est pour ça que maintenant je suis en train de le rénover. Mais du coup, si je peux pas habiter là, c'est quelque part dans la nature. Dès notre arrivée sur les lieux, Tala explique que ce terrain familial n'est pas comme les autres. Bien avant d'appartenir à sa famille, le Grand Verger était une prison ottomane. Démoli depuis, il reste encore un bâtiment sur les hauteurs. Le château, comme elle l'appelle, était à l'époque la maison du responsable de la prison. Le toit n'est plus là, la nature a envahi les lieux, mais les principales fondations en pierre tiennent toujours. Un peu comme dans une chambre à soi, Tala y passe une grande partie de son temps libre. Ok, c'est ça ma maison, je vis ici. Alors là, on est dans la cuisine. Là, c'est le four et là, c'est le robinet. Regardez, vous voyez là, je crois qu'ils mettaient là les assiettes. Tu vois? Et toutes les... C'est des ruines, il y a des broussailles partout et toi, tu as décidé de tout rénover, c'est ça? Ouais, je fais ça, mais c'est un peu lent. Mais j'espère de finir ça parce que j'ai trop envie de la faire ma maison. C'est une belle maison, il y avait une belle maison. Parce que du coup, il y a trop d'air et c'est très joli et c'est cosy. Il y a des plantes dans la maison, il y a des clémentines. Et c'est comment pour une petite fille de grandir dans la nature? Qu'est-ce qui fait que tu as une éducation différente? Tu penses qu'une jeune femme qui a grandi à Beyrouth? On joue. On pense pas trop du temps. Par exemple, quand j'étais une fille et tout, j'étais en train de jouer tout le temps. Et j'étais en train de jouer là. Et j'étais pas matérialistique. Je n'avais pas trop de problèmes. J'étais juste très contente. Je vivais là maintenant et je pensais pas de rien. Et puis j'ai remarqué que les autres, ils n'ont pas ça. Et quand tu grandis dans la nature, tu es juste là, tu fais rien. Tu joues et t'as pas de soucis. Voilà. Et cet été, j'étais ici et pour 3 mois, j'étais là. Et j'avais pas cette anxiété. J'étais juste contente et tout. Et puis quand je reviens à l'université, c'est comme contagieux, tu vois. Tous les gens qui sont trop anxieux et qui pensent tout le temps. Et puis il y a toutes ces questions, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas graduer? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors tu commences à penser. Mais quand je reviens là, je me rappelle que non, ils savent pas de quoi ils parlent. Tu vois, là s'ils viennent là, ils vont comprendre de moi qu'est-ce que je parle. Et c'est comment de grandir en tant que fille au Liban? Ça dépend de la famille. Ma famille était très ouverte d'esprit, alors ils n'avaient pas trop cette différenciation entre filles et garçons. Tu es de quelle religion, toi? Alors moi, ma religion, c'est la nature. Pour être honnête, je suis pas religieuse, pourtant mes parents, ils sont religieux. Mais moi, j'ai découvert que la religion, c'est quelque chose de personnel. Et je crois que c'est pas une idée très commune au Liban, parce que du coup, tout au Liban dépend de ta religion. Tu peux avoir un job based on your religion.
tu peux partir à l'école où tu vas, c'est based on your religion. C'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Et moi, je me suis déplacée beaucoup d'écoles parce que maman, elle déplaçait beaucoup de travail. Et du coup, je ne sais pas si j'avais dit ça, mais my mom is a single mom. Une mère qui vit seule. Oui, voilà, c'est une mère qui vit seule. Donc, elle vous a élevé seule, Oui. toi et ta sœur. Oui, elle m'a élevée seule, moi et ma sœur. J'ai grandi avec une femme indépendante, forte et qui n'avait pas besoin d'un homme. Et ça m'a très affectée parce que j'ai toujours su qu'une femme peut faire tout ce qu'elle veut. Et c'est à cause de maman. Pourtant, tu vois, j'avais mes copains et tout. Et je sais que cette culture n'est pas là-bas. Donc je sais que je suis très privilégiée. C'est un privilège d'avoir une mère comme ça et de grandir avec cette mentalité. Ryan a élevé seule ses 2 filles. Toutes les 3 entretiennent une relation étroite, à l'image de beaucoup de familles libanaises, mais avec la particularité de vivre entre femmes. Ryan est enseignante, coordinatrice des classes de maternelle dans une école, mais aussi assistante sociale pour une ONG s'occupant de réfugiés syriens et palestiniens. Un modèle de persévérance pour Tala, mais aussi pour Tania, la cadette âgée de 15 ans. Tania était à 4 ans et Tala à 8 ans. Alors je les ai élevés et on continue à vivre ensemble jusqu'à maintenant. Donc, du coup, dans votre vie, vous avez de nombreux métiers, vous avez élevé seul vos filles. C'est important pour vous d'être libre, de décider de votre vie, de faire vos choix. Peut-être que j'ai été choquée au début par le comportement de mon mari. C'est pour ça que je n'ai pas décidé de renouveler ma vie avec un autre. Mes filles ont rempli ma vie. C'est pour ça que je n'ai pas pensé qu'il y a du vide ou bien quelque chose à remplir. Il faut s'adapter au changement de la vie. Il ne faut pas baisser les mains parce qu'on ne peut pas rester là où on est malgré tous les problèmes qui arrivent. J'ai remarqué que parmi mes amis, je suis la seule qui a une liberté à la maison parce qu'il n'y a pas un homme. Et ce genre de choses, vous en parlez entre sœurs ou avec ta maman? Oui, spécialement parce que ma maman, elle a souffert à cause du sexisme. Et moi, à l'école, je le vois chaque jour et je vois mes amis, les filles, qui subissent ça à cause de leur père, de leurs frères, des autres garçons dans la classe. Et je vois que moi, j'ai pas ça dans ma vie. Donc toi, là, tu étudies l'éducation, mais avant, tu es passée par le système d'école classique. Comment ça se passait, cette filière, et est-ce que tu avais pu faire des choix? Du coup, alors j'étais en scientifique et puis je suis partie en mathlem en terminale. On a 10 heures de maths et on était juste 2 filles dans une classe pleine de garçons. Et c'était très frustrant parce que nos profs étaient tous des hommes et on ne nous prenait pas sérieusement. Du coup, quand tu fais une faute comme une fille, c'est comme s'ils te regardent. Ah, il faudrait pas que tu sois là. Voilà, t'as fait une faute. Mais quand ils font des fautes, eux, c'est pas comme... C'est normal pour eux de faire des fautes, mais c'est gênant. Ça, c'est de 1. De 2, même les profs, ils nous regardaient d'une façon, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas votre place ici, parce que là, c'est la place des ingénieurs. Alors, mon expérience était très mauvaise parce que j'étais très bonne en maths, j'étais très bonne en physique, mais c'est juste que il y avait trop de pression de prouver ça. Et les hommes ou bien les garçons, ils ne voulaient pas de prouver ça, tu vois. Au Liban, pas avec ma mère, parce que quand je suis partie à l'université, j'étais seule. Et tu peux voir, tu n'es pas en sécurité, je ne sais pas si vous avez senti ça. Les gens vous regardent quand vous êtes dans la rue et ça vous rend confortable, vous ne pouvez rien dire. Il y a les taxi drivers, les conducteurs. Chauffeurs de taxi. Ah, ils sont horribles, on les déteste. Et du coup, parce qu'il n'y a pas de transportation, alors ils essaient tout le temps d'être ennuyeux. Les gens ne disent rien maintenant,
parce que à Beyrouth c'est différent, mais ici c'est la même chose. Dans mon village là, c'est la même chose, c'est la même mentalité. Mais oui, ils pensent pas que les filles peuvent vraiment être fortes, indépendantes, faire tout ce qu'elles veulent. Mais pourtant, quand vous regardez dans la famille des gens, vous allez voir que la mère, c'est la patronne de la famille. Par exemple, ma voisine, c'est elle qui a donné l'argent à son mari pour faire his own business. Donc, pour monter une entreprise ou un projet. Pour monter un store, un mahal, un magasin. Un magasin. Oui, alors elle a travaillé pour genre 20 ans pour assembler l'argent. Et puis quand elle lui a donné pour ouvrir son magasin. Et elle a fait ça parce qu'elle l'aime. Et moi je trouve ça, par exemple, des personnes ils disent non mais elle est folle, pourquoi elle ferait ça? Moi je trouve ça très altruiste. Elle a travaillé juste pour le voir réaliser son rêve. Un autre exemple d'une femme, c'est elle qui est la patronne. Par exemple, ma tante, elle a aussi, c'est elle qui a bâti sa maison. Donc, avec son propre argent, elle a bâti sa maison. Mais du coup, c'est pas dit. Donc, quand tu vas partir dans la culture, ils vont pas te dire, moi j'ai fait ça. Non, elles sont très humbles. Et avec tout ce que tu nous dis là, est-ce que toi tu te sens féministe? Tu te revendiques féministe? Est-ce que c'est un mot que tu emploies ou... Non. Parce que féministe, ça veut dire que les femmes et les hommes sont égaux. Mais pour moi, ils ne sont pas égaux. La femme est plus supérieure. C'est vrai parce que j'ai vu ça dans ma culture et je crois que c'est absurde. Et je ne dis pas ça avec colère ou avec... Non, c'est juste absurde de dire que nous, avec tout ce qu'on a vécu, avec toutes les pressions sociales, on est égaux avec des personnes qui n'ont pas de difficultés. Depuis maintenant 3 ans, Tala étudie à la LAU, l'université libano-américaine, une des plus importantes du pays. Elle a choisi d'intégrer le département éducation. Située dans le quartier de Hamra, à l'ouest de Beyrouth, cette université se trouve à quelques centaines de mètres de la corniche, si fréquentée par les Beyrouthins en fin de journée et le week-end. J'ai choisi éducation parce que j'ai un message à transmettre et j'ai vu que éducation c'est la meilleure façon. Et ça t'amènera à quoi comme métier quand tu finiras tes études? Anthropologue d'éducation dans le monde arabe parce que je suis fascinée par ma culture et par la façon que l'éducation peut changer le monde arabe et justement par la façon que l'éducation chez nous a progressé. Donc je veux étudier ça et je sais que ma culture est très riche et qu'on peut vraiment offrir quelque chose. Et voilà. T'as une coupe avec des cheveux très courts. Tu t'es coupé les cheveux à quel âge? Ah, ça fait pas longtemps, ça fait 2 mois. Et pourquoi t'as voulu faire ça? Pourquoi? Ok, il y a beaucoup de raisons. L'un d'entre eux, c'est que c'était dans ma bucket list de couper mes cheveux garçon, alors je l'ai fait. Et la deuxième, c'est que je trouve que les cheveux longs, c'est fatigant et justement je bouge trop, j'ai toujours plein de choses à faire et mes cheveux me fatiguaient. Alors je les ai coupés. Et aussi parce que je sais en moi que les cheveux, c'est une norme qui représente la femme. Et j'essaie dans tout ce que je fais de casser les normes. Et j'ai fait un choc à tout le monde qui est autour de moi quand j'ai coupé mes cheveux. J'ai reçu beaucoup de commentaires de ma famille qui étaient toujours très supportifs. Ils avaient le cœur brisé. Et pour moi, ils sont des cheveux, tu vois, alors ils vont regrandir, repousser. Alors, c'était pas un big deal, mais pour eux, c'était « tu as coupé les cheveux !» C'était comme si quelqu'un avait fait médecine et puis il a décidé de quitter la fac. C'est la même réaction. Mais là, ils sont habitués, alors je leur ai donné le privilège de s'habituer à cette situation. Ah ouais, voilà. Et si toi, un jour, tu as une fille, qu'est-ce que tu lui dirais pour vivre ici, dans cette société? Pour ma fille, que c'est une déesse, qu'elle est une déesse entre des connards. Sorry, is it a bad word? Okay, because I know that Connard is like fool in English, so it's the same. Okay, cool. Et
Et juste parce qu'ils ne peuvent pas l'apprécier, ça veut dire pas qu'elle n'est pas appréciable. Juste parce qu'ils ne peuvent pas voir qu'elle est une déesse. Et je lui dirais que tu es comme Jesus, mais tu es une femme. Ah ouais, c'est ce que je lui dirais. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent un peu dans la société libanaise, comme le fait qu'il y ait des tabous sur certains sujets, des choses dont on ne puisse pas parler, aussi bien avec sa famille qu'avec ses amis, et le confessionnalisme, tout ça qui bloque un peu certains sujets. Toi, en tant que jeune femme au Liban, comment tu réagis à ça? Un mot, 3 lettres. Sexe. Sexualité. Les gens ici trouvent le sexe d'être un tabou. Et pour moi, les chats, les chiens, ils ont sexe, tu vois. Alors, c'est pas un tabou, c'est quelque chose de normal. Et le plus énervant, c'est que les hommes, ils parlent de sexe comme une gloire. Plus ils font du sexe avec des femmes, plus ils sont masculins. Ça affirme leur masculinité. Mais la femme, elle est privée d'explorer sa sexualité. Et il y a un grand tabou pour la femme si elle sort avec des hommes, si elle fait du sexe. Elle va être jugée. Et même les termes qu'on utilise. Alors, quand les adultes libanais ou ma famille, par exemple, veulent parler, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être, par exemple, ils disent qu'elle lui a donné soi-même. Tu vois? Alors c'est ça le terme qu'on utilise, que la femme lui a... C'est même pas donné, mais il y a un autre mot, mais je sais pas comment on le dit, mais c'est comme si, tu vois, quand tu vas donner un trésor à quelqu'un, la façon dont on voit la sexualité, c'est quelque chose d'horrible. Et même pour, par exemple, les garçons ou les femmes qui veulent explorer d'autres possibilités, autres que same-sex, ils sont très mal jurés. Et pour moi, c'est quelque chose de privé. Chaque personne peut faire tout ce qu'elle veut, et juste parce qu'une femme veut explorer sa sexualité, ça ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise femme, qu'elle est quelqu'un de pas bien. Il y a un mot qu'on utilise en arabe, ça veut dire ihra, et c'est un mot qu'on a inventé pour décrire la femme qui a un sexe avant le mariage. Et c'est horrible. Toi, tu as cette facilité de basculer entre les 3 langues, l'arabe, l'anglais et le français. Tu peux nous parler du moment où tu as appris les différentes langues et comment tu fais pour jongler quotidiennement entre les 3? Il n'y a pas un moment où j'ai appris les 3 langues parce que dès que j'étais petite, maman me parlait le français et tu peux apprendre l'arabe de la société, quoi. Et l'anglais, tu apprends ça aussi de la société. Le français, tu n'apprends pas ça de la société. Tu dois avoir une maman comme ma mère, ou bien tu dois apprendre le français à l'école. Alors moi, j'apprenais le français à l'école. Donc notre éducation, c'est comme toutes les matières sont ou en français ou en anglais. On a juste une matière en arabe, qui est arabe. Alors c'est pour ça qu'on sait toujours comment parler. L'anglais, c'est plutôt différent parce que quand tu sais comment parler le français, ça devient plus facile de parler l'anglais. Et puis tout le monde parle l'anglais, donc tu dois apprendre l'anglais. رح احكي عربي كمان فاعرف اعبر كتير لانه اللي رح اعبره عن تالا رح يكون Est-ce que, du coup, toi, en tant que jeune femme libanaise, tu as des rêves pour toi et aussi pour le Liban? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mon plus grand rêve, c'est pour le Liban, de réaliser que la religion, ce n'est pas tout. La religion, c'est quelque chose de personnel et que les gens... Je sais qu'on vient de sortir d'une guerre civile, mais ça fait 30 ans quand même. Tu vois, le problème, c'est que les gens, ils suivent un politicien juste parce qu'il vient de leur religion, parce qu'ils pensent que cette personne est de notre religion, il va nous protéger s'il y a une autre guerre civile. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y aura pas d'autre guerre civile, je crois, je prie, mais oui, on a grandi quand même. On va pas se tuer parce qu'on est né de cette religion-là. Donc oui, mon rêve pour le Liban, c'est qu'ils changent leur attitude politique, tu vois. Parce que ça fait 30 ans et c'est les mêmes gens dans la politique. C'est les mêmes gens. Ils sont même pas morts. Donc c'est absurde pour moi de choisir quelqu'un parce qu'il est né dans cette religion et puis juste dire tout ce qu'il veut. C'est triste et les gens ont faim, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien
juste que leur politique. Et ils votent chaque an, après an, pour la même personne. Tu nous as expliqué avant que tu es très engagée associativement. Pourquoi c'est si important pour toi? Pour commencer, être volontaire pour moi, c'est quelque chose que ma mère m'a appris. J'étais pas née comme ça, mais maman travaille dans une NGO. Et c'est elle, je venais avec elle dans son boulot et puis j'ai commencé à l'aider. Et puis je suis tombée amoureuse des enfants. Et elle travaille avec des réfugiés syriens. Et les réfugiés syriens, ils m'ont rappelé de notre guerre qui s'est passée en 2006. Et par exemple, dans notre guerre en 2006, on avait 30 personnes dans notre maison. 30 personnes. Et il y avait des personnes de ma famille, ils dormaient sur le balcon, ils dormaient par terre. On voulait juste se cacher de la guerre et on avait très peur. Je me suis rendu compte mais ils sont comme nous. On a vécu la même chose, juste qu'on avait plus de dignité. Je ne sais pas si c'est le mot correct, parce que at least pour nous, on avait nos maisons, on avait notre famille. Mais pour eux, non, ils vivent dans une tente, 30 personnes ok, pas 30, mais genre 10, 15 personnes dans une tente. Et ils n'ont rien à boire, rien à manger, il fait froid. Et nous, on n'avait pas ça. Donc, je me suis rendu que même notre guerre, j'étais en privilège. Et j'ai commencé à, par exemple, leur donner mes jouets, tout ce que je voulais plus, mes vêtements et tout. Et pour moi, passer ce petit temps avec eux, par exemple, j'étais en train de jouer avec eux, même avec la balle. Tu vois, si tu leur donnes une balle, ils sont très contents parce qu'ils veulent juste quelque chose pour les faire oublier la guerre. Et je me suis rencontrée des cas très, très, très durs. Et puis, ils t'apprennent, c'est comme tu apprends une manière de vivre. Et du coup, je suis aussi volontaire dans l'orphelinage ici dans mon village, à Saïda actually. Tu vois des cas trop sévères et trop durs, et ils sont juste des enfants, et si je peux passer 2 heures de mon temps avec eux, donc pourquoi pas, non. C'est moi je suis heureuse, et eux, ça compte beaucoup pour eux. Beaucoup, beaucoup, Yanné. Pourquoi les enfants, ça te touche à ce point-là? Pourquoi ça te tient à cœur l'éducation aussi, c'est ce que tu veux faire plus tard? Parce que les enfants, chaque criminel était un enfant. Tu vois? Chaque politicien était un enfant. Chaque quelqu'un qui s'est suicidé était un enfant. Chaque personne qui est arrivée à un point où sa vie est finie était un enfant avant. Si je peux prévenir cela, alors j'ai fait quelque chose et j'ai donné comme un cadeau pour la terre, tu vois. Parce que maintenant, quand tu parles d'un tueur, on ne peut pas le pardonner. On dit c'est un adulte, il sait ce qu'il a fait. Mais cet adulte, ce tueur, il était un enfant qui n'a pas été aimé, qui avait besoin de quelqu'un, et puis qui n'a pas trouvé ce quelqu'un, et puis blablabli, blablabla, et qui est devenu comme ça. Alors, toujours les enfants, c'est le plus important, c'est la place la plus importante à commencer. Et toi, plus tard, du coup, tu as envie d'avoir des enfants? Ah oui, definitely. Oui, je vais avoir beaucoup d'enfants parce que, oui, j'aimerais bien donner des cadeaux à l'univers.